On dit une chambre d'hôpital est le plus sûr endroit sur Terre, un sanctuaire de guérison et de soins. Mais pour Emily Carter, chère, chambre 304 n'était pas un sanctuaire. C'était une cage. Imagine être 7 mois enceinte, attachée à un lit avec complications, incapable de bouger, et puis la porte s'ouvre. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas votre mari. C'est la femme qui veut votre vie, tenant une épaisse ceinture en cuir avec du meurtre dans ses yeux. Ce qui est arrivé dans les 10 prochaines minutes a choqué la nation entière. Mais ce qui est arrivé après cela, quand le père séparé d'Emily, un homme que tout le monde pensait être une personne, est entré dans la chambre. Cela est la partie de l'histoire qui vous fera croire en un dur karma. Vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il le fait. Le silence dans la chambre 304 du Centre médical St. Jude était assourdissant, rompu seulement par le whoosh-bip rythmique et mécanique du moniteur fœtal. C'était un son solitaire. Emily Carter restait immobile, ses jointures blanches alors qu'elle agrippait les draps de l'hôpital rugueux. À 26 ans, elle était supposée rayonner. Elle était supposée peindre la chambre d'enfant d'un doux vert sauge et plié de minuscules grenouillères. Au lieu de cela, elle était emprisonnée dans cette boîte blanche stérile, diagnostiquée avec une prééclampsie sévère. Sa tension artérielle était une bombe à retardement, et les docteurs avaient été clairs. Repos au lit absolu, où elle et le bébé pourraient mourir. Elle a déplacé son poids, grimaçant alors qu'une douleur aiguë irradiait à travers son bas du dos. Elle a regardé l'horloge numérique sur le mur. « Pourquoi es-tu 45 heures de l'après-midi? » Mark n'était pas ici. Encore. Il travaille juste tard, monsieur. Elle a chuchoté à elle-même, les mots goûtant comme de la cendre dans sa bouche. La fusion est stressante. Il fait cela pour nous. Mais au fond d'elle, Emily savait. Le cœur humain est un organe intuitif. Il détecte la pourriture bien avant que le cerveau ne soit prêt à reconnaître la puanteur. Mark Carter, le PDG charismatique de Carter et Comser Logistics, avait changé. Il y a 6 mois, il était l'homme qui massait ses pieds et lisait des livres à son ventre. Maintenant, il était un fantôme qui sentait le scotch cher et un parfum qui n'était pas le sien. Quelque chose de floral, écœurant et agressif. Emily a tendu la main pour son téléphone sur la table de chevet. Pas de message, juste une notification d'Instagram. Mark Carter était étiqueté dans une photo. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Son docteur, Dr. Henderson, l'avait averti à propos du stress. Ne regarde pas, une voix dans sa tête a supplié. Va juste dormir. Elle a regardé. C'était une photo postée par une utilisatrice nommée Tante Jessica de la Vie. L'emplacement était étiqueté le Sapphire Lounge. Elle a été postée il y a 20 minutes. La photo était floue, artistique, prise en faible lumière. Elle montrait 2 mains saisissant une flûte à champagne. Au poignet de l'homme était une montre distinctive, une Patek Philippe vintage. Emily a arrêté de respirer. Elle avait acheté à Mark cette montre pour leur 3e anniversaire. Elle avait gravé l'arrière elle-même. Le temps s'arrête avec toi. La légende disait célébrer de grandes victoires avec le seul homme qui peut me gérer. Couple puissant. Notre futur est lumineux. Des larmes, chaudes et piquantes, ont piqué les yeux d'Emily. Elle n'était pas juste paranoïaque. Il n'était pas au bureau travaillant sur la fusion. Il buvait du champagne avec Jessica Vance. Emily savait exactement qui était Jessica. Elle était la nouvelle consultante en opération que Mark avait embauchée il y a 4 mois. Une femme avec des jambes qui allaient sur des kilomètres et une réputation pour mâcher des cadres et les recracher. Emily l'avait rencontrée une fois à la fête de Noël de l'entreprise. Jessica avait regardé la bosse de bébé d'Emily, non pas avec chaleur, mais avec un rictus de dégoût, comme si la grossesse était une maladie contagieuse de la semaine. « S'il te plaît, Mark », Emily a chuchoté à la chambre vide, serrant son estomac. « Ne nous fais pas ça. » Soudain, la lourde porte en chaîne de sa chambre d'hôpital a cliqué. Emily a essuyé ses yeux rapidement, son cœur bondissant. « Mark, j'ai vu le... » Mais quand la porte s'est ouverte en grand,
L'air dans la chambre ne s'est pas rempli du parfum de l'eau de Cologne de Mark. Il s'est rempli de ce parfum floral, écœurant, agressif. Debout dans l'embrasure de la porte, illuminée par les dures lumières fluorescentes du couloir, n'était pas son mari. C'était Jessica Vance. Elle portait un trench coat, mouillé par la pluie dehors, et ses cheveux blonds étaient collés à son front. Mais c'étaient ses yeux qui ont terrifié Emily. Ils étaient grands, injectés de sang, et nageant avec un mélange chaotique de vodka et de rage pure, non adultérée. Eh bien, Jessica a marmonné, entrant et laissant la porte se refermer derrière elle. La serrure s'est enclenchée avec un son qui ressemblait à un coup de feu. Regarde la petite couveuse. L'instinct d'Emily était de protéger son estomac. Elle a relevé ses genoux, tirant la mince couverture plus haut. « Jessica, qu'est-ce que tu fais ici? Où est Mark? » Jessica a ri. C'était un son déchiqueté, laid. Elle a marché au pied du lit, ses talons hauts cliquant de manière sinistre sur le sol en linoléum. Elle a regardé le moniteur fœtal, puis la perfusion IV et finalement le visage terrifié d'Emily. « Mark? » Jessica a rayé. « Mark est en bas en train de garer la voiture, ou peut-être qu'il appelle son avocat. Je ne m'en soucie pas vraiment en ce moment. »« Tu dois partir, » Emily a dit, sa voix tremblante mais ferme. Elle a tendu la main pour le bouton d'appel de l'infirmière, attaché à la barre du lit. Jessica s'est déplacée avec la vitesse d'une vipère. Elle a arraché le poignet d'Emily, ses ongles s'enfonçant profondément dans la chair molle. Elle a arraché la télécommande du bouton d'appel de la prise et l'a jetée à travers la pièce. Elle a cliqueté dans le coin, inutile. « Je n'ai pas fini de parler », Jessica a crié, son plaquage de sang-froid d'entreprise se brisant complètement. « Sais-tu ce que tu as fait, Emily? Sais-tu ce que tu nous as coûté? » « Je ne sais pas de quoi tu parles, » Emily a haleté, essayant de libérer sa main. « S'il te plaît, tu me fais mal. Ma tension artérielle. Au diable, ta tension artérielle. » Jessica s'est penchée près, l'odeur d'alcool accablante. « Mark était supposé te quitter il y a 3 mois. Nous avions un plan. Il divorce de la femme au foyer ennuyeuse et démodée. Nous fusionnons nos actifs et nous rendons l'entreprise mondiale. Mais non, tu devais juste tomber enceinte. Tu as utilisé ce parasite en toi pour le piéger. »« Ce n'est pas vrai, » Emily a sangloté. « Nous voulions ce bébé. »« Il ne le veut pas, » Jessica a craché. « Il m'a dit ce soir, nous étions aux Sapphires en train de célébrer, et puis il reçoit un appel de l'hôpital disant que tu es critique. Et il se sent coupable. Il dit qu'il ne peut pas te quitter tant que tu es malade. Il a essayé de rompre avec moi. » Le visage de Jessica s'est tordu en un masque de haine. « Il a essayé de me larguer à cause de toi. » Emily a réalisé avec horreur que Jessica n'était pas juste l'autre femme. Elle était instable. Elle était ivre, le cœur brisé et dangereuse. « Jessica, écoute-moi. » Emily a essayé de garder sa voix calme, se souvenant de ce que le docteur avait dit à propos du stress déclenchant une crise. « Nous pouvons parler de cela. Laisse-moi juste appeler une infirmière. »« Non !» Jessica a hurlé. Elle a arpenté la petite pièce comme un animal en cage. « Je ne vais pas tout perdre parce que tu as décidé de jouer la carte de la victime. Tu penses que tu es si spécial parce que tu portes son héritier? Tu n'es rien. Tu es une personne de rien d'un parc de caravanes qui a eu de la chance. » Jessica a arrêté de faire les 100 pas. Elle s'est regardée. Elle portait un élégant, cher trench coat beige avec une épaisse, lourde ceinture en cuir serré autour de sa taille. Lentement, les mains de Jessica sont allées à la boucle. « Mark est faible », Jessica a marmonné, ses yeux se vitrifiant. « Il ne finira pas cela. Il ne se débarrassera pas du problème. Alors, je dois le faire pour lui. » Les yeux d'Emily se sont élargis alors qu'elle regardait Jessica défaire la ceinture. C'était une pièce de créateur, cuir lourd avec une grande, solide boucle en laiton en forme de double G. « Qu'est-ce que tu fais? » La voix d'Emily était montée à une panique. « Jessica, arrête! » Jessica a tiré la ceinture libre des passances de son manteau.
Elle l'a doublé dans sa main, le cuir claquant avec un coup sec. Si tu perds le bébé, Jessica a chuchoté, un sourire terrifiant de calme se répandant sur ses lèvres. Mark n'a aucune raison de rester. Il sera libre. Nous serons libres. Non! Emily a crié, reculant à la hâte contre la tête de Lee, s'en mêlant dans les lignes hiver. À l'aide! Que quelqu'un m'aide! Jessica a levé son bras. Le premier coup n'a pas frappé Emily. Il a frappé la rambarde métallique du lit avec un tintement assourdissant, étincelant contre l'acier. Emily a crié, un son brut, primal qui aurait dû percer les murs. Mais la maternité était occupée et la tempête dehors tonnait contre la vitre. « Tais-toi! » Jessica a rugi. Elle a balancé à nouveau. Cette fois, son but était vrai. La sangle épaisse en cuir a fouetté à travers l'avant-bras levé d'Emily, alors qu'elle essayait de protéger son estomac. La boucle en laiton a mordu sa peau, déchirant une entaille instantanément. Emily a crié, la douleur aveuglante et chaude. « Arrête, s'il te plaît, je suis enceinte. » Emily a supplié, se recroquevillant en boule fétale, offrant son dos à l'agresseur pour protéger sa fille à naître. « C'est le but. » Jessica a crié, consommée par une frénésie de jalousie et de folie. Elle a frappé à nouveau. Crac! La ceinture a frappé la cuisse d'Emily. Crac! Elle a frappé son épaule. Emily a senti le monde tourner. Le moniteur hurlait une alarme maintenant. Un dédit rapide, aigu, indiquant une détresse extrême. Son rythme cardiaque montait en flèche. « Tu as ruiné ma vie. » Jessica a crié, respirant lourdement, balançant la ceinture avec la force de quelqu'un qui coupe du bois. Elle ne frappait pas juste une femme, elle essayait d'effacer un obstacle. Emily a senti un coup se connecter à son côté, dangereusement proche de son abdomen. La douleur était atroce, mais la terreur était pire. Elle a senti une sensation de crampe, un serrement profond, inquiétant dans son utérus. Le bébé. « S'il te plaît », Emily a gémi, sa vision brouillée par les larmes et le choc. « Prends-le. Prends Mark. Laisse juste mon bébé tranquille. » Jessica a levé la ceinture haut pour un coup final, écrasant, visant directement le centre du lit. C'est trop tard pour négocier, ordure. Soudain, la porte s'est ouverte en grand. « Hé, qu'est-ce qui se passe ici? » Ce n'était pas Mark. C'était un jeune infirmier, à peine sorti du collège, tenant un plateau de médicaments. Il a laissé tomber le plateau, des fioles en verre se brisant sur le sol et a bondi en avant. Jessica s'est tournée, les yeux écarquillés, balançant la ceinture à l'infirmier. « Recule. Reste loin de moi. » L'infirmier, alimenté par l'adrénaline, a plaqué Jessica. Ils se sont écrasés dans le chariot médical, envoyant des instruments volés. Jessica a griffé et égratigné, criant des obscénités, mais l'infirmier a réussi à lui épingler les bras au sol. « Sécurité. » Code Violette et 304. « Sécurité. » L'infirmier a crié dans le couloir. Des secondes plus tard, des pas lourds ont tonné dans le couloir. 2 gardes de sécurité costauds ont fait irruption, suivis par le docteur Henderson. Ils ont traîné une Jessica hurlante hors du sol. Elle donnait des coups de pied et crachait. « Vous ne pouvez pas me toucher. Savez-vous qui je suis? Je vais poursuivre tout cet hôpital en justice. Mark! Dis-leur! » Et c'était quand Mark Carter est entré. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un imperméable trempé, ses cheveux dégoulinants. Il a regardé Jessica, retenue par des gardes, écumant de la bouche. Il a regardé sa femme recroquevillée dans le coin du lit, saignant de son bras, sanglotant de manière incontrôlable. Le moniteur fœtal hurlant un avertissement. La chambre est devenue silencieuse. Emily a levé les yeux vers son mari à travers des yeux gonflés. Mark. Elle a essayé de tuer le bébé. Mark a regardé Jessica, a arrêté de crier. Elle a regardé Mark avec des yeux désespérés, suppliants. « Mark, bébé, dis-leur, elle m'a attaqué la première. Je me défendais juste. Elle est folle, Mark.
Les hormones l'ont rendue folle. C'était un mensonge si évident, si ignoble, que sûrement personne ne le croirait. Mark a regardé les gardes de sécurité. Il a redressé sa cravate, son visage se transformant en le masque froid et calculé d'un homme d'affaires faisant de la gestion des dégâts. Officier, Mark a dit, sa voix douce et calme. S'il vous plaît, soyez doux avec Mademoiselle Vance. Elle a été sous beaucoup de stress. Il s'est tourné vers Emily. Il ne s'est pas précipité à ses côtés. Il n'a pas vérifié ses blessures. Il l'a regardée avec une froide contrariété. Emily, Mark a dit, soupirant comme si elle avait renversé du vin sur un tapis. Pourquoi as-tu dû la provoquer? Tu sais qu'elle a un sale caractère. Maintenant, regarde ce gâchis que tu as causé. Emily a gelé. La douleur physique de la ceinture n'était rien comparée au couteau qui venait d'être tordu dans son cœur. Je l'ai provoqué, Emily a chuchoté. Nous discuterons de cela plus tard, Mark a dit avec désinvolture, se tournant vers le docteur. Dr. Henderson, je veux que cela soit gardé silencieux. Pas de police. Je paierai pour une chambre privée pour Mademoiselle Vance pour qu'elle se calme. Ma femme est juste hystérique. Ne ruinons la réputation de personne ce soir. Il protégeait sa maîtresse après qu'elle venait de battre sa femme enceinte avec une ceinture. Emily a senti quelque chose en elle craquer. Ce n'était pas un os, c'était le dernier fil d'amour qu'elle tenait pour cet homme. Alors que les docteurs se précipitaient pour la stabiliser et vérifier le rythme cardiaque du bébé, Emily a fermé ses yeux. Un souvenir a fait surface, un numéro de téléphone qu'elle n'avait pas composé en 5 ans. Papa. Mark l'avait forcé à couper les ponts avec son père, Arthur Sterling. Mark l'avait appelé un mécanicien de bas étage et une honte de plouc qui ne correspondait pas à leur nouvelle image d'entreprise. Emily, jeune et amoureuse, avait follement obéi. Mais Arthur Sterling n'était pas juste un mécanicien. Mark ne connaissait pas la vérité sur qui Arthur était vraiment. Il ne connaissait pas la vie passée qu'Arthur avait laissée derrière lui ou les faveurs qui lui étaient dues. Alors que l'infirmière injectait un sédatif dans sa IV, Emily a fait un vœu silencieux. Mark pense qu'il est puissant. Il pense que l'argent peut réparer cela. Il n'a aucune idée de ce à quoi le pouvoir ressemble vraiment. Les 3 heures suivantes furent un flou de chaos médical et de froid silence bureaucratique. Dr. Henderson avait réussi à stabiliser la tension artérielle d'Emily, mais le bébé était en détresse. Il la surveillait pour un décollement placentaire. Chaque crampe ressemblait à un glas, mais le silence du couloir était pire que le bruit médical. Mark n'était pas revenu. Au lieu de cela, un homme en costume gris aigu est entré dans la chambre vers 11. Saint Antos PM. Il s'est présenté comme Monsieur Reynolds, l'avocat de gestion des risques de l'hôpital. Madame Carter, Reynolds a dit, sa voix manquant de toute empathie véritable. Il a placé un presse-papier sur sa table de chevet. Nous comprenons qu'il y a eu une altercation, un malentendu entre membres de la famille. Ce n'était pas un malentendu, Emily a râpé, sa gorge sèche. Elle m'a attaqué avec une ceinture. Mon mari l'a laissé partir. Reynolds a soupiré, cliquant un stylo doré. Regarde, Emily. Puis-je t'appeler Emily? Les rapports de police sont compliqués. Ils s'éternisent pendant des mois. Ils causent du stress, ce qui est la dernière chose dont votre bébé a besoin. Mark, Monsieur Carter, a généreusement offert de ne pas porter plainte contre vous pour avoir initié le conflit. Emily l'a regardé, sa bouche ouverte. Contre moi? Des témoins disent que vous criez. Mademoiselle Vance a une échymose à son poignet. Reynolds a menti en douceur. Quoi qu'il arrive, c'est il a dit, elle a dit. Mais si vous signez cet accord de non-divulgation, Mark accepte de payer pour les meilleurs soins néonatals disponibles. Si vous ne le faites pas, eh bien, le litige est cher et Mark a indiqué que si vous êtes jugé instable, il demandera la garde complète de l'enfant une fois qu'il sera né. La menace planait dans l'air comme du gaz empoisonné. Signe le papier ou perds ton bébé. Mark avait pensé à tout. Il avait de l'argent, des connexions.
et l'administration de l'hôpital dans sa poche. Il effaçait l'agression comme si elle n'était jamais arrivée. « Sors, Emily a chuchoté. Je laisserai les papiers ici. »« Vous avez 1 heure, Reynolds a dit, vérifiant sa montre avant de sortir. Emily était seule. Son téléphone gisait sur la table. L'écran fissuré de quand Jessica avait jeté la télécommande, mais il était toujours fonctionnel. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle le ramassait. Elle a fait défiler le contact de Mark. Elle a fait défiler ses amis, qui étaient toutes des femmes des employés de Mark et ne prendraient jamais son parti. Elle a trouvé le nom listé simplement comme mécanicien. Elle ne lui avait pas parlé en 5 ans. La dernière fois qu'ils ont parlé, Mark lui avait crié de quitter leur propriété, le traitant de perdant taché de graisse qui n'était pas fait pour être autour de la famille d'un PDG. Emily, désespérée de plaire à son nouveau mari, était restée là et n'avait rien dit. Elle avait laissé son père s'en aller. Elle a appuyé sur appeler. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Allô? La voix était rauque, profonde, comme du gravier grinçant ensemble. Papa! La voix d'Emily s'est brisée. Elle a commencé à sangloter, le barrage cédant enfin. Papa, s'il te plaît! J'ai tout gâché. Si mal. Il y a eu une pause à l'autre bout. Un lourd silence. Puis, le son d'une clé à molette cliquetant sur le béton. Amy. Sa voix a basculé instantanément de rauque à alerte. Où es-tu? Pourquoi pleures-tu? Je suis à Saint-Jude. Chambre 304, elle a étouffé. Mark! Et sa maîtresse. Elle m'a battu, papa. Elle m'a frappé avec une ceinture. Et Mark, il l'aide à le cacher. Ils vont prendre mon bébé. Le bébé est-il vivant? Arthur Sterling a demandé. Son ton était terrifiant de calme. Ce n'était pas la voix d'un grand-père paniqué. C'était la voix d'un soldat recevant un briefing de mission. Oui, mais j'ai peur. Je suis piégé ici. Qui est avec vous? Personne. Juste les avocats. Reste en ligne, Amy. Arthur a dit. En arrière-plan, Emily a entendu des sons qu'elle ne reconnaissait pas. Le glissement métallique d'un lourd tiroir s'ouvrant. Le son d'autres voix. Des voix profondes, sérieuses, murmurant en arrière-plan. Papa Mark est puissant. Il a de la sécurité. Il a la police dans sa poche, Emily a averti, la peur la saisissant. Ne viens pas ici et ne te blesse pas. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. Mark Carter pense qu'il est puissant parce qu'il peut signer un chèque, Arthur a dit, sa voix baissant d'une octave, vibrant avec une énergie sombre et supprimée. Il a oublié de demander d'où vient l'argent. Il a oublié de demander qui a construit les routes sur lesquelles ces camions roulent. Papa, je suis à 40 minutes de là. Ne signe rien. Si quelqu'un te touche, si quelqu'un te regarde même mal, tu leur dis qu'Arthur Sterling arrive et tu leur dis de prier. La ligne est devenue morte. 45 minutes plus tard, l'atmosphère à l'hôpital a changé. Cela a commencé par un grondement sourd. Ce n'était pas du tonnerre. C'était le son de moteurs. Des douzaines d'entre eux. Des moteurs V-twin profonds, rauques, rugissant à l'unisson, faisant vibrer le verre des fenêtres du hall d'entrée. Mark Carter se tenait au poste des infirmières, riant avec le Dr. Henderson et flirtant avec une jeune infirmière. Il avait l'air détendu. Il venait de texter Jessica que tout était sous contrôle. « Qu'est-ce que ce bruit? » Mark a demandé, regardant vers l'entrée principale. Dehors, la nuit était illuminée par une mer de phares. Ce n'était pas un gang de motards au sens traditionnel. Ce n'était pas une foule indisciplinée. C'était un convoi. Menant le peloton était une Ford Mustang 1969 noir mat, immaculée et menaçante. La flanquant étaient 20 motos lourdes, conduites par des hommes portant des vestes en cuir qui ne portaient pas les symboles de criminels, mais les écussons de l'Iron Syndicate, une fraternité de militaires retraités, de leaders syndicaux et de gros bras de la vieille école. Derrière eux se trouvaient 2 Cadillac Escalade noirs avec des vitres teintées. Le convoi s'est garé directement dans l'aire d'ambulance, la bloquant complètement.
Des gardes de sécurité se sont précipités dehors, agitant leurs bras. « Vous ne pouvez pas vous garer ici! Déplacez ces motos! » Un garde a crié. La porte du conducteur de la Mustang s'est ouverte. Arthur Sterling est sorti. Il avait 55 ans, mais il avait l'air d'être sculpté dans le granit. Il portait des bottes de travail, un jean foncé et un t-shirt gris qui serrait contre des biceps couverts de tatouages fanés. Il n'avait pas l'air d'un mécanicien. Il avait l'air d'un marteau de guerre sous forme humaine. Il a ignoré le garde. Il a marché vers les portes automatiques. Derrière lui, 30 hommes sont descendus de leur moto et sont sortis des SUV. Ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas couru. Ils ont marché en formation en V derrière Arthur. Une phalange de discipline silencieuse et terrifiante. Mark a regardé depuis le balcon du deuxième étage du hall, regardant vers le bas. Il a plissé les yeux. Est-ce son père perdant? Mark a ri. Il s'est tourné vers son équipe de sécurité privée. 2 anciens flics nommés Miller et Davis. Descendez là-bas et jetez les ordures. S'il résiste, cassez-lui le nez. Je ne veux pas qu'il bouleverse Emily avant qu'elle ne signe. Miller et Davis ont hoché la tête et se sont dirigés vers les ascenseurs. En bas dans le hall, le chef de la sécurité de l'hôpital, un homme nommé Johnson, s'est placé devant Arthur. « Monsieur, je dois vous demander d'arrêter. Vous êtes en infraction. » Arthur s'est arrêté. Il a regardé Johnson. « Je suis ici pour ma fille, Emily Carter, chambre 304. J'ai des ordres stricts de M. Carter qu'aucun visiteur n'est autorisé, » Johnson a dit, posant une main sur son tasseur. Arthur n'a pas scellé. Il a simplement levé sa main et les 30 hommes derrière lui se sont arrêtés instantanément. Le silence était plus lourd que le bruit ne l'avait été. « Fils, » Arthur a dit, sa voix portant à travers le hall. « Tu as une radio sur ton épaule. Appelle le président du conseil d'administration de cet hôpital. Son nom est frénétique en ce moment, je suppose. Dis-lui qu'Arthur Sterling est dans son hall. » « Je ne sais pas qui tu penses que tu l'appelles, » Arthur a dit doucement, « ou je démantèlerai ce bâtiment, brique par brique, en commençant par toi. » Johnson a hésité. Il a vu le regard dans les yeux d'Arthur. Ce n'était pas de la vantardise. C'était une promesse. Il a appuyé sur sa radio. « Dispatch, passez-moi l'administrateur Collins. » Des instants plus tard, les ascenseurs se sont ouverts. Les hommes de main de Mark, Miller et Davis sont sortis. C'étaient de grands hommes, arrogants et habitués à intimider les gens. « Très bien, grand-père, » Miller a ricané, faisant craquer ses jointures. « Monsieur Carter dit qu'il est temps pour vous de partir, aller réparer un carburateur. » Miller a tendu la main pour pousser à Arthur. C'est arrivé si vite que les caméras de sécurité l'ont à peine capté. Arthur a attrapé le poignet de Miller, l'a tordu avec un claquement écœurant et a balayé sa jambe. Miller a frappé le sol avec un bruit sourd qui a secoué le bureau d'accueil. Avant que Davis ne puisse réagir, 2 des hommes de l'entourage d'Arthur, des hommes avec des cicatrices et des yeux morts, se sont avancés et ont claqué Davis contre le mur, le soulevant de 2 pieds du sol par la gorge. Le hall a haleté. Les infirmières ont gelé. Arthur n'a même pas regardé l'homme gémissant sur le sol. Il a regardé le balcon, croisant le regard de Mark Carter. Le sourire suffisant de Mark a disparu. Il a senti une sueur froide éclater sur son cou. Arthur a marché vers l'ascenseur. Ses hommes y ont suivi. La sécurité de l'hôpital s'est écartée, terrifiée. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 3e étage, Mark attendait, l'air pâle mais essayant de maintenir sa bravade. Le docteur Henderson se tenait nerveusement à ses côtés. « Arthur, » Mark a balbutié, sa voix se brisant. « C'est hautement inapproprié. J'appellerai la police. » Arthur a marché droit vers Mark. Arthur était 3 pouces plus petit que Mark, mais il planait au-dessus de lui comme un gratte-ciel. « Tu aimes appeler les gens, Mark? » Arthur a demandé calmement. « Bien. Parce que dans environ 5 minutes, tu vas faire un appel téléphonique qui te sauvera la vie. » Arthur l'a poussé et a ouvert la porte de la chambre 304.
Emily a levé les yeux, terrifiée, serrant les papiers de l'NDA. Quand elle a vu son père, elle a éclaté en larmes. « Papa! » Le visage d'Arthur s'est adouci instantanément. Il s'est précipité au lit, prenant sa main. Il a vu les ecchymoses fleurir sur son bras. Il a vu la coupure sur sa lèvre. Il a vu la peur dans ses yeux. Il a embrassé son front doucement. « Je suis ici, petite fille. Je suis ici. » Puis il s'est levé. Il s'est retourné vers la porte où Mark planait. La douceur était partie. Le monstre était de retour. « Faites-le entrer. » Arthur a commandé à ses hommes. Et amenez l'autre. L'air dans la chambre 304 avait changé. Des instants auparavant, c'était une boîte stérile de peur où une femme enceinte suppliait pour sa vie. Maintenant, c'était une salle d'audience, un donjon et une chambre d'exécution, tout roulé en un. Le silence qui a suivi l'ordre d'Arthur Sterling de le faire entrer était lourd, suffocant et électrique. Mark Carter a été poussé dans la chambre en premier. Il a trébuché, ses mocassins italiens chers glissant sur le linoléum de l'hôpital avant de retrouver son équilibre sur le pied de lit d'Emily. Il a redressé sa veste immédiatement, un réflexe d'un homme qui croyait que l'apparence était une armure. Il a regardé autour de la chambre, ses yeux dardant des hommes costauds, bloquant la porte au visage strié de larmes d'Emily, et finalement à Arthur. L'arrogance de Mark était meurtrie, mais elle n'était pas brisée. Pas encore. Il croyait toujours en la hiérarchie du monde dans lequel il vivait, les PDG au sommet, les mécaniciens en bas. Arthur, Mark a dit, sa voix luttant pour l'autorité, mais atterrissant quelque part près du désespoir. Je ne sais pas quel genre de jeu de rôle de gang de motards vous faites ici, mais c'est un enlèvement, un emprisonnement illégal. J'ai le maire en numérotation rapide. Comprenez-vous les conséquences de toucher à un homme dans ma position? Arthur n'a pas répondu immédiatement. Il inspectait le poteau Eva à côté d'Emily, ajustant le débit avec un toucher étonnamment doux. Il a regardé l'echymose déjà en formation sur le bras d'Emily, violette et en colère contre sa peau pâle. Il a tracé la ligne de la marque avec son pouce, ses muscles de la mâchoire se contractant comme des câbles d'acier. Le maire, Arthur a répété doucement, se retournant. Maire Timothy Vance, l'oncle de Jessica. Mark a cligné des yeux. Oui, exactement. Alors à moins que vous ne vouliez une équipe SWAT défonçant ses portes, j'ai pris le petit déjeuner avec Tim il y a 2 semaines. Arthur a interrompu, sa voix calme, conversationnelle. Il est inquiet pour sa réélection. Il est surtout inquiet pour la rumeur que sa nièce couche avec un homme marié et sniffe de la cocaïne dans la salle VIP du Sapphire Lounge. Je lui ai dit que je m'en occuperais pour lui. Mark a gelé. Tu connais le maire? J'ai réparé sa première voiture en 1991, Arthur a dit, faisant un pas lent vers Mark, et j'ai réparé son premier DUI en 2001. Vous voyez, Mark, vous vivez dans un monde de transactions. Vous pensez que le pouvoir est l'argent. Mais le vrai pouvoir n'est pas l'argent. Le vrai pouvoir est les faveurs. Le vrai pouvoir est de savoir où les corps sont enterrés parce que c'est vous qui avez creusé les trous. La porte s'est ouverte à nouveau. Le son de talons traînants et de protestations aiguës a rempli la pièce. 2 des hommes d'Arthur, Austin Lee, des géants nommés Dutch et Repo, ont traîné Jessica Vance à l'intérieur. Elle était un désordre. Son trench coat était déchiré à l'épaule, son mascara coulant en rivière noire sur ses joues. Elle n'était plus la figure terrifiante avec la ceinture. C'était un animal effrayé. Quand elle a vu Mark, son visage s'est illuminé d'une espérance désespérée, pathétique. Mark, elle a hurlé, essayant de secouer la prise des hommes la tenant. Dis-leur qui nous sommes. Ces animaux m'ont traîné hors du couloir. Ils ont pris mon téléphone. Mark l'a regardé et pour la première fois, Emily a vu une lueur de répulsion dans ses yeux. Non pas à cause de ce que Jessica lui avait fait, mais parce que Jessica avait l'air faible. Mark Carter méprisait la faiblesse. « Laisse-la partir », Mark a dit à Arthur, bien que sa voix ait tremblé. « C'est entre toi et moi. » « Oh oui », Arthur a hoché la tête,
mais elle fait partie des actifs et nous sommes actuellement en liquidation. Arthur a mis la main dans la poche arrière de son jean. Il s'est déplacé lentement, délibérément. Mark a tressailli, s'attendant à une arme. Au lieu de cela, Arthur a sorti une liasse de papier pliés. Il les a jetés sur la petite table roulante qui planait au-dessus des jambes d'Emily. « Lis-le », Arthur a commandé. Mark a hésité puis a ramassé les papiers. Ses yeux ont scanné la première page, puis la seconde. Ses mains ont commencé à trembler. La couleur a drainé de son visage si complètement qu'il ressemblait à un cadavre debout. « Cela n'est pas possible », Mark a chuchoté. « Qu'est-ce que c'est ?» Jessica a demandé, sa voix tremblante. « Mark, ce sont les documents de prêt. » Mark a étouffé. « Pour l'expansion, les 30 millions de dollars de Centurion Holdings. » « Je connais Centurion, » Jessica a claqué. « Ce sont une société de capital investissement à Zurich. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? » « Regarde la signature au bas de la page du garant, » Arthur a dit, appuyé contre le mur, croisant ses bras épais. Mark a regardé. A.S. Trust. Il a levé les yeux vers Arthur Sterling. « A.S. Toi? » Mark a haleté. « Tu es Centurion. »« Je suis le partenaire silencieux, » Arthur a dit, sa voix baissant et un grondement rocailleux. « Il y a 5 ans, quand tu as demandé la main d'Emily, j'ai fait une vérification de tes antécédents. J'ai vu un homme ambitieux, affamé et moralement flexible. Je savais que tu finirais par foirer, alors quand tu as eu besoin d'argent pour construire ton empire, je me suis assuré que tu l'obtiendrais. De moi. Par l'intermédiaire de 3 sociétés écrans, bien sûr. » Arthur s'est détaché du mur et a marché plus près de Mark, envahissant son espace personnel. Mark a senti l'odeur d'huile de moteur vieille, de tabac rassis et de danger pur, non adultéré émanant de l'homme plus âgé. « Je possède ta dette, Mark. Je possède ton bâtiment. Je possède les camions. Et la clause 14B de notre contrat stipule que si le PDG se livre à une conduite préjudiciable à la réputation morale de l'entreprise, le prêteur a le droit à un remboursement immédiat et intégral. » Arthur a vérifié sa montre-bracelet en plastique bon marché. « Tu as 30 secondes pour me payer 30 millions de dollars ou je saisis tout de suite. Je... » « Ne peux pas, » Mark a balbutié. « C'est immobilisé en actif. J'ai besoin de temps. » « Tu n'as pas le temps, » Arthur a dit. Il a sorti un téléphone de sa poche et a tapé un seul texte. « Exécuté. » La poche de Mark a vibré, puis celle de Jessica. Puis le silence de la chambre a été rompu par le tintement incessant de notifications. « Ce sont tes comptes qui gèlent, » Arthur a narré froidement. « C'est le conseil d'administration qui reçoit le dossier de ton détournement de fonds. C'est l'email qui part aux actionnaires les informant de ta révocation. »« Non !» Mark a crié, laissant tomber des papiers. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai construit cette entreprise. Je suis Carter Logistics. »« Tu n'es rien, » Arthur a rugi, le volume soudain faisant tout le monde sursauter. « Tu es un costume rempli d'air chaud et de confiance non méritée. Tu existes parce que je t'ai permis d'exister pour subvenir aux besoins de ma fille, et tu as rompu le contrat. » Mark s'est effondré dans la chaise du visiteur, vaincu. Le travail de sa vie, son statut, son argent, parti en moins de 2 minutes. Mais Arthur n'avait pas fini. Il a tourné son regard vers Jessica. Elle était pressée contre le mur, tremblante, réalisant que l'homme qu'elle pensait être son billet d'or était maintenant en faillite. Arthur a marché vers la poubelle dans le coin de la pièce. Il a tendu la main et a sorti la lourde ceinture en cuir, celle avec la boucle en laiton en G. Elle était toujours enroulée comme Mark l'avait cachée. Arthur l'a déroulée. Le cuir était rigide, de haute qualité. Il l'a claqué, tendu. Crac! Emily a tressailli dans le lit. Arthur l'a vue et ses yeux se sont adoucis pendant une fraction de seconde avant de durcir à nouveau comme du silex. « Maintenant pour la dette personnelle, » Arthur a dit. Il a marché vers Mark et a tendu la ceinture. « Prends, Mark a regardé la ceinture. Il a regardé Jessica. « Quoi? »« Elle a battu ma fille, » Arthur a dit,
sa voix terrifiante de vide d'émotion. Elle a battu une femme enceinte alors qu'elle était attachée à un lit. Et tu as regardé. Tu es resté là et tu as laissé faire parce que tu pensais que cela résoudrait ton problème. Arthur s'est penché, son visage à quelques centimètres de celui de Mark. Alors maintenant, nous allons voir à quel point ta loyauté est forte. Nous allons voir si tu es un amant ou juste un survivant. Arthur a sorti un pistolet de sa ceinture, un lourd noir mat, 1911. Il ne l'a pas pointé sur Mark. Il l'a simplement placé sur la table de chevet, à côté de la carafe d'eau d'Emily. Le métal a fait un bruit sourd contre le plastique. « Choix A », Arthur a dit nonchalamment. « Mes hommes vous emmènent tous les deux au quai de chargement. J'ai un chalumeau dans le coffre de ma voiture. Nous passerons les 3 prochaines heures à discuter des finesses de la tolérance à la douleur. » Jessica a laissé échapper un sanglot étranglé. « Choix B », Arthur a continué. « Tu lui donnes exactement ce qu'elle a donné à Emily. Un coup de fouet pour chaque ecchymose sur le corps de ma fille. Tu me montres que tu la rejettes. Tu me montres qu'elle ne signifie rien pour toi. » La chambre était silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du moniteur fœtal. « Mark, ne fais pas ça, » Jessica a chuchoté, ses yeux grands ouverts d'horreur. « Il bluffe. Il ne nous tirera pas dessus ici. Il y a des caméras. » « Il n'y a pas de caméra, » Arthur a dit. « Mes hommes ont coupé le flux vers cet étage il y a 10 minutes. Et quant au pistolet, je n'ai pas besoin d'un pistolet pour te tuer, gamin. » Mark a regardé le pistolet. Il a regardé les hommes costauds bloquant la porte, leurs bras croisés, leurs visages sombres. Il a regardé Arthur, un homme qui rayonnait le genre de violence que Mark n'avait vu que dans les films. Puis il a regardé Jessica. Il y a 10 minutes, elle était l'amour de sa vie. Elle était son évasion. Maintenant, elle était la raison pour laquelle il était en faillite. Elle était la raison pour laquelle il était piégé dans une pièce avec un maniaque. Elle était une responsabilité. L'instinct de survie de Mark, la même partie froide et reptilienne de son cerveau qui faisait de lui un bon PDG, s'est déclenché. Il s'est levé, il a tendu la main et a pris la ceinture à Arthur. « Mark !» La voix de Jessica était à peine un couinement. « Mark, bébé, tais-toi !» Mark a sifflé. Il a saisi le cuir, ses jointures devenant blanches. « Tu as fait ça, espèce de folle! Tu as tout ruiné! Je l'ai fait pour nous! » Jessica a crié. « Fais-le! » Arthur a aboyé. Mark a balancé. Il ne s'est pas retenu. Toute la rage de perdre son entreprise, toute la peur d'Arthur, tout le dégoût de soi a été canalisé dans son bras droit. L'épaisse sangle en cuir a fendu l'air et s'est connectée aux jambes de Jessica. Oh. Crac! Jessica a crié, un son brut et perçant qui a fait qu'Emily s'est couvert les oreilles. Elle a essayé de s'éloigner en se précipitant, mais les hommes d'Arthur ont bloqué son chemin, la repoussant vers Mark. « Encore! » Arthur a commandé. Mark a balancé encore et encore. « S'il te plaît, Mark, je t'aime! » Jessica a supplié, se recroquevillant en boule sur le sol, protégeant sa tête. « Tu m'as tout coûté! » Mark a crié, la frappant dans le dos, son épaule, sa cuisse. Il haletait, transpirait, ses yeux écarquillés. Il ne faisait pas cela pour sauver Emily. Il le faisait pour se sauver lui-même. Il purgeait son propre échec en blessant quelqu'un d'autre. Emily a regardé à travers ses larmes, horrifiée. Elle a vu l'homme qu'elle avait épousé révéler son vrai visage. C'était un lâche faible et violent, qui se retournerait contre n'importe qui pour survivre. Le dernier vestige de son amour pour lui est mort à ce moment-là, mais non pas par ce qu'il lui a fait, mais par ce qu'il faisait à son complice. Après le 6e coup, Arthur est intervenu. Il a attrapé le bras de Mark en plein mouvement. Sa prise était comme un étau. « Assez !» Arthur a dit. Mark a laissé tomber son bras. Haletant, il a laissé tomber la ceinture. Il a regardé Arthur, son visage glissant de sueur, un sourire tordu d'attente sur ses lèvres. Il ressemblait à un chien attendant une friandise après avoir fait un tour. « Je l'ai fait », Mark a haleté.
J'ai fait ce que tu as dit. Elle est rien pour moi. Nous avons fini, Arthur. J'ai payé la dette. Laisse-moi partir. Jessica gisait sur le sol, sanglotant doucement, son manteau cher en lambeaux, son corps meurtri, son esprit brisé. Elle a levé les yeux vers Mark avec une haine pure. Arthur a regardé Mark avec quelque chose de pire que la haine. Il l'a regardé avec déception. Tu l'as frappé fort, Arthur a noté doucement. Tu as vraiment apprécié ça. Je l'ai fait pour Emily, Mark a menti, essayant de lisser ses cheveux en arrière, pour te montrer que je suis désolé. Arthur a secoué la tête. Tu l'as fait parce que tu es un rat, et les rats ne changent pas. Arthur a fait un geste avec ses hommes. Tenez-le. Quoi? Non. Nous avions un accord. Mark a hurlé alors que Dutch et Repo l'attrapaient. Ils ne l'ont pas traîné cette fois. Ils l'ont claqué. Ils l'ont forcé à genoux, puis ont aplati sa poitrine contre le sol. Repo a attrapé le bras droit de Mark, son bras dominant, le bras qu'il utilisait pour signer des chèques, le bras qu'il utilisait pour balancer la ceinture, et l'a tendu droit. Il a pressé la paume de Mark à plat contre le linoléum froid. « Arthur! Non, s'il te plaît, je signerai tout ce que tu veux. Je quitterai la ville, Mark a supplié, se débattant contre le poids des hommes le tenant. Arthur a ramassé la ceinture du sol. Il a enroulé le cuir autour de sa propre main, couche par couche, jusqu'à ce que seule la lourde, solide boucle en laiton. Le double G reposait sur ses jointures. C'était une mitaine improvisée, une arme de force contondante. Arthur s'est agenouillé à côté de Mark. Il a attrapé le poignet de Mark avec sa main libre, le maintenant en place. « Tu vois cette montre? » Arthur a demandé, tapotant le cadran en cristal de la Patek Philippe au poignet de Mark. Mark sanglotait maintenant, hyperventilant. « S'il te plaît, c'était un cadeau. Emily me l'a donné. »« Exactement, » Arthur a chuchoté. « Et tu as utilisé la main à qui elle a fait un cadeau pour la blesser. Tu as utilisé le temps qu'elle t'a donné pour la tromper. » Arthur a levé son poing. La boucle en laiton a scintillé sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « Le temps s'arrête avec toi », Arthur a cité l'inscription. « Eh bien, Mark, le temps est écoulé. » Arthur a abaissé son poing. Il n'a pas visé le sol. Il a visé directement le centre de la montre, directement au-dessus des os délicats du poignet. Crac. Le son était écœurant, un mélange de verre saphir brisé, de métal tordu et d'os brisés. Le cri de Mark n'était pas humain. C'était un hurlement primal, guttural qui déchirait ses cordes vocales. Son corps a convulsé, mais les hommes l'ont tenu fermement. Arthur n'a pas arrêté. Il l'a frappé encore. Crac! Et une troisième fois. Arthur s'est levé, respirant lourdement. Il a déroulé la ceinture de sa main et l'a laissé tomber sur le dos de Mark. Mark était recroquevillé en position fétale, protégeant sa main droite. Elle était détruite. La montre chair était littéralement incrustée dans sa chair, les engrenages et les ressorts du mécanisme se mélangeant au sang et aux os. C'était une ruine. Il ne signerait plus jamais de chèque. Il ne tiendrait plus jamais de flûte à champagne. Arthur s'est tourné vers Jessica, qui avait arrêté de pleurer et fixait la main mutilée de Mark dans un silence stupéfait. « La police est dans l'ascenseur », Arthur lui a dit, sa voix retrouvant ce ton calme et grand paternel. « Mes hommes les ont appelés il y a 5 minutes. Je te suggère de leur dire la vérité. Parce que si tu essaies de mentir, eh bien, tu as vu comment je gère les menteurs. » Arthur leur a tourné le dos. Il a marché vers le lit où Emily tremblait. Il s'est assis sur le bord du matelas. Le monstre a disparu et le père est revenu. Il a pris un chiffon humide sur la table de chevet et a doucement essuyé une larme de la joue d'Emily. « C'est fini, Amy, » il a chuchoté. « La poubelle est sortie. » « Papa, » elle a pleuré, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Je suis si désolé de t'avoir quitté. »« N'est pas parti, » Arthur a dit, la serrant fort alors que le son des sirènes de police devenait enfin fort devant la fenêtre. « Tu as juste fait un détour, mais tu rentres à la maison maintenant. » La porte de la chambre 304 s'est ouverte en grande. Des officiers en uniforme ont afflué, armes au poing.
Police! Personne ne bouge. Arthur n'a pas bougé. Il n'a pas levé les mains. Il a juste continué à serrer sa fille, caressant ses cheveux, tandis que derrière lui, les ruines de Mark Carter et Jessica Vance gisaient brisées sur le sol. Officier, Arthur a dit par-dessus son épaule, calme comme une brise d'été, j'aimerais signaler une agression, et je crois que ces deux-là ont juste glissé et sont tombés. Les roues de la justice tournent lentement, mais quand elles sont graissées par Arthur Sterling, elles bruissent excessivement finement. 2 mois après l'incident dans la chambre 304, Emily a de nouveau accouché. Cette fois, la chambre était remplie de paix. Il n'y avait pas de maîtresse qui criait, pas de maris négligents, juste une équipe de médecins de premier ordre, payés par le Sterling Trust et son père Arthur lui tenant la main. Quand la petite Sophia est née, elle n'a pas pleuré. Elle a regardé autour d'elle avec de grands yeux curieux, et quand Arthur l'a tenue, son doigt cailleux et tatoué a été la première chose qu'elle a agrippée. L'homme qui pouvait briser un poignet d'un seul coup a pleuré ouvertement au toucher d'un nouveau-né. Mais en dehors de cette bulle d'amour, la tempête déchirait Mark et Jessica. Le procès a été l'événement médiatique de l'année. Le titre, PDG et maîtresse agression femme enceinte, était de l'or à clic. Mais la vraie histoire s'est déroulée en coulisses. Jessica Vance a essayé de plaider la folie. Elle a affirmé que l'alcool et le stress l'avaient fait craquer. Mais l'accusation, armée d'enregistrements de sécurité HD du couloir de l'hôpital et du témoignage des infirmières, est peint un tableau différent. Ils ont montré une femme calculatrice, jalouse, qui a apporté une arme à un hôpital. Elle a été condamnée à 12 bâillements dans un pénitencier fédéral pour agression aggravée avec intention de tuer et mise en danger d'enfants. La beauté qu'elle prisait tant est devenue un inconvénient en prison. Sans ses vêtements de créateur et son maquillage, dépouillée de son statut, elle n'était qu'une autre détenue. La rumeur voulait que le premier jour dans la cour, elle ait essayé de commander une détenue à perpétuité. Elle a perdu 2 dents de devant avant que les gardes ne puissent intervenir. La chute de Mark. Mark Carter a eu un sort bien pire. Il n'a pas été seulement accusé d'être complice d'agression, il a été inculpé de fraude financière massive. Les preuves qu'Arthur avait plantées, ou plutôt découvertes, ont révélé que Mark avait prélevé sur le fonds de pension des employés pour payer son style de vie extravagant avec Jessica. Son avocat de la défense a démissionné lorsque Mark n'a pas pu payer les honoraires. Ses amis du Country Club ont supprimé son numéro. Au tribunal, Mark ressemblait à un homme brisé. Sa main droite, celle qu'Arthur avait écrasée, n'a jamais guéri correctement. Les médecins avaient réussi à la sauver, mais c'était une griffe noueuse et rigide fusionnée à un angle maladroit. Il ne porterait plus jamais de Patek Philippe. Il ne pouvait même pas attacher un bracelet de montre. Le juge, dégoûté par le manque de remords de Mark et sa tentative de blâmer sa femme enceinte, l'a frappé de plein fouet. Monsieur Carter, le juge a un étonné, regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes condamné à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Vous avez échangé votre famille contre une fantaisie, et maintenant vous aurez amplement le temps de réfléchir au coup. 6 ans plus tard, c'est une journée d'automne fraîche. Emily est assise sur le porche d'une belle ferme dans le Montana. L'air sent le pin et la fumée de bois. Elle ne porte pas de vêtements de créature. Elle porte un jean et une chemise en flanelle. L'air plus saine et plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été en ville. Elle possède maintenant une boulangerie, Sophia's Sweets, et elle est célèbre dans 3 comtés. Où elle n'est pas riche comme Mark voulait l'être, mais elle est riche en paix. Dans la cour, Arthur apprend à Sophia, 6 ans, comment réparer une chaîne de vélo. « Tu dois être douce, Soph », Arthur gronde, sa voix douce. La force brise les choses, la patience les répare. « Comme ça, grand-père ?» Sophia demande, ses mains couvertes de graisse. « Exactement comme ça. » Emily sourit, sirotant son café. Elle pense rarement au passé, mais occasionnellement elle reçoit une lettre. C'est toujours de la même prison dans le nord de l'État de New York.
C'est toujours de la part du détenu Daughter Division 2. Mark les écrit une fois par an. Il m'en dit de l'argent. Il demandait une visite. Il demandait pour voir une photo de la fille qu'il n'a jamais rencontrée. Emily ne brûle pas les lettres. Elle ne les lit pas non plus. Elle les met simplement dans une boîte dans le grenier, non ouverte. Ce sont des fantômes, et les fantômes n'ont plus le droit de la hanter. Dans la cafétéria de la prison, Mark est assis seul. Il est émacié, grisonnant et terrifié. Il essaie de manger sa soupe de sa main gauche, sa main droite estropiée, cachée sur ses genoux. Un grand détenu claque un plateau à côté de lui. C'est un nouveau gars, transfert frais. « Tu es Mark Carter ?» le détenu demande. Mark tressaille. « Oui ?» le détenu sourit. « J'ai un message pour toi de la part du syndicat des mécaniciens. Ils ont dit de te dire, garantie expirée. » Mark regarde sa soupe, les larmes remplissant ses yeux, sachant que même ici, l'ombre d'Arthur est longue. Il réalise finalement la vérité qu'il a manqué toutes ces années. Tu peux battre le marché, tu peux battre la concurrence, mais tu ne peux jamais, jamais battre l'amour d'un père. Et c'est pourquoi, mes amis, vous ne confondez jamais le silence avec la faiblesse. Mark Carter pensait que l'argent le rendait intouchable. Jessica Vance pensait que l'arrogance la rendait invincible. Mais ils ont tous les deux oublié qu'il y a des forces dans ce monde, comme l'amour d'un père, qui opère selon un ensemble de règles différents. Qu'en pensez-vous? Arthur est-il allé trop loin avec le karma dur? Ou Mark et Jessica ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? Je veux entendre votre verdict dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Si cette histoire vous a tenu en haleine, veuillez écraser ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur « S'abonner » et sonnez cette cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous avons un nouveau conte qui arrive la semaine prochaine sur un mari infidèle qui essaie de simuler sa propre mort seulement pour réaliser que sa femme était celle qui planifiait les funérailles depuis le début. Vous ne voulez pas le manquer. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, le karma n'a pas de date limite.